Alors 1920, une année, un congrès, et une fracture qui va marquer la gauche française pendant un siècle. C'est le fameux congrès de Tours. C'est là que tout bascule, que naît le Parti communiste français, et que deux gauches, presque deux mondes, vont se tourner le dos. Et pour vraiment saisir l'onde de choc de cet événement, on va suivre le parcours d'un homme qui en est l'incarnation même, Maurice Thorez. Cette phrase de Léon Blum, elle dit tout. On sent bien que ce n'est pas juste un désaccord politique. Non, c'est bien plus profond. C'est une véritable déchirure, presque une séparation familiale. D'un côté, il y a ceux qui veulent partir à l'aventure, attirés par la lumière de la révolution russe. Et de l'autre, ceux qui disent « non, on reste ici, on garde la maison, on préserve l'héritage du socialisme français ». Et c'est vraiment ça, la question qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est-ce possible? Comment des décisions prises en seulement quelques jours dans une seule ville ont pu avoir un impact aussi colossal, aussi durable? Comment ça a pu créer deux chemins si parallèles pour la gauche, souvent ennemis, qui ont structuré la vie politique française jusqu'à nos jours? Bon, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder les fissures qui existaient déjà dans la famille socialiste. Ensuite, on plongera au cœur de la rupture à Tours. Puis, on suivra l'ascension de Maurice Thorez pour voir comment cette scission s'est incarnée dans un homme. Et enfin, on se demandera ce qu'il reste de cette ombre de 1920. Parce qu'avant la rupture, il y avait déjà des tensions, énormément de tensions. Le Parti socialiste de l'époque, la SFIO, sort de la Première Guerre mondiale complètement sonné, fracturé, en pleine crise existentielle. En fait, tout s'enchaîne très vite. La guerre a complètement fait voler en éclats l'unité des socialistes. Et puis, arrive la révolution russe. C'est un véritable tremblement de terre. Pour une partie de la gauche, c'est un espoir fou. La preuve qu'une autre voie que le réformisme est possible. Quand le parti décide à Strasbourg de quitter la Deuxième Internationale, le message est clair. Le changement est inévitable. La seule question, c'est lequel. Et c'est donc à Tours que tout va se jouer. Que toutes ces tensions accumulées vont finalement exploser. Ce congrès, ce n'est pas une discussion polie, c'est le moment du choix. Un choix décisif et surtout un choix sans retour en arrière possible. Le vrai point de friction, le cœur du réacteur, c'est cette fameuse question. Faut-il, oui ou non, rejoindre l'internationale communiste de Lénine, le Comintern? D'un côté, on a les pro-Moscou. Eux, ils reviennent de Russie, ils sont survoltés. Ils veulent l'adhésion et sans discuter. De l'autre, la minorité, avec Léon Blum qui dit « hors de question de soumettre notre parti à une autorité à l'étranger ». Et puis, coincé au milieu, il y a Jean Longuet, le petit-fils de Karl Marx, rien que ça, qui essaie de trouver une troisième voie, un truc un peu impossible. Adhérer, d'accord, mais en gardant notre liberté. Mais en réalité, tout tourne autour de ça, les 21 conditions de Lénine. Des règles ultra strictes qui demandent une obéissance aveugle, une discipline de fer envers Moscou. Et là, le congrès devient une véritable pièce de théâtre. Il faut imaginer l'ambiance. Un télégramme arrive tout droit de Moscou et il met le feu aux poudres en attaquant violemment les modérés. C'est perçu comme une ingérence totale. Et puis, coup de théâtre absolument incroyable, Clara Zetkin, une grande figure révolutionnaire allemande, interdite de séjour, débat clandestinement pour prendre la parole. Son discours électrise la salle et galvanise le camp de l'adhésion. Ce n'est plus un débat d'idées, c'est une véritable bataille rangée. Le vote tombe. C'est un raz-de-marée. La majorité en faveur de l'adhésion est écrasante. Le résultat est sans appel, on le voit bien ici. Presque 3/4 des délégués votent pour suivre Moscou. Pour Léon Blum et ses amis, le jeu est terminé. Ils se lèvent et ils partent. La scission est actée. La majorité crée ce qui deviendra le Parti communiste. Et la minorité? Eh bien, elle reste pour garder la vieille maison, la SFIO. Mais cette scission, elle ne crée pas qu'un parti. Elle va aussi forger un nouveau type de militant, un nouveau profil de leader. Et c'est là qu'entre en scène l'homme qui va incarner ce parti pendant près de 40 ans, Maurice Thorez. Maurice Thorez, c'est vraiment l'enfant du congrès de Tours. Il est jeune, il est mineur dans le Pas-de-Calais, et il est complètement séduit par cette promesse d'action, de révolution, d'un parti fort et discipliné. Pour lui, le nouveau parti, c'est la fin des discours et le début des choses sérieuses. Et son ascension est juste fulgurante. Regardez, en à peine 10 ans, il passe de simple militant à chef suprême du parti. Son secret? Bien sûr, il a du talent, mais c'est surtout sa discipline de fer et sa loyauté absolue à la ligne fixée par Moscou qui vont le propulser. Il est le modèle parfait du dirigeant que l'Internationale veut voir émerger. Mais cette loyauté, ce principe fondateur de 1920, va l'emmener au sommet. Mais elle va aussi avoir un coût personnel énorme. Et elle va être testée de la manière la plus radicale qui soit. On est en septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne, la France déclare la guerre. Comme des millions d'autres Français, Maurice Thorez est mobilisé. Il enfile l'uniforme, il est un citoyen soldat qui va défendre son pays.
Et c'est précisément à ce moment-là que sa loyauté va être mise à l'épreuve par l'autorité suprême, le Comintern. Il faut bien avoir en tête que cette internationale, ce n'est pas juste un club de discussion, non, c'est une structure hiérarchique pilotée depuis Moscou qui donne des ordres, et on doit y obéir. Et l'ordre qui tombe de Moscou est un véritable séisme. À cause du pacte entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, la ligne a changé. La guerre n'est plus une lutte antifasciste, c'est devenu un conflit impérialiste. Le devoir d'un communiste n'est donc plus de se battre pour sa patrie. L'ordre pour Thorez est clair, net et sans appel. Il doit déserter. Et il obéit. Thorez choisit le parti avant la France. Les conséquences sont immédiates et terribles. Il est condamné pour désertion, il est déchu de sa nationalité et il va passer toute la guerre en exil à Moscou. C'est la conséquence la plus extrême de ce principe de loyauté totale qui a été décidé 20 ans plus tôt, à Tours. Ce qui est absolument sidérant, c'est ce qui se passe après. À la Libération, De Gaulle, par pur calcul politique pour s'allier Staline et les communistes, le gracie. Et en quelques mois, Thorez passe du statut de déserteur à celui de ministre puis de numéro 2 du gouvernement. Un retournement de situation incroyable qui ne durera pas. Dès 1947, la guerre froide commence et les communistes sont éjectés du pouvoir. Et la fin de sa vie va être consacrée à une chose, maintenir le Parti communiste français dans l'orbite de l'URSS, comme une sorte de gardien de l'héritage de 1920. Après-guerre, Thorez n'est plus seulement un chef, il devient une véritable icône. Un culte de la personnalité entièrement calqué sur le modèle de Staline est mis en place. Il est le fils du peuple, le guide qui ne se trompe jamais. Le parti et son chef ne font plus qu'un. C'est le triomphe de la discipline et de l'obéissance. Et cette ligne ne va jamais, jamais bouger. Même quand Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline en 1956, Thorez fait tout pour cacher le rapport en France. Il refuse la déstalinisation, il approuve l'écrasement du soulèvement de Budapest, il va maintenir le Parti communiste français comme l'un des partis les plus staliniens d'Europe de l'Ouest. C'est ça l'héritage ultime de Tours, une loyauté à toute épreuve, même face à l'horreur. Et nous voilà aujourd'hui, plus d'un siècle après. La question au fond, elle est toujours là. Est-ce que cette vieille fracture, cette opposition fondamentale entre une gauche de rupture, celle qui est née à Tours, et une gauche de gouvernement, celle de Blum, est-ce que tout ça est vraiment de l'histoire ancienne? Ou est-ce que, finalement, les débats, les tensions, les divisions de la politique française actuelle ne sont pas quelque part encore et toujours l'écho lointain de ce qui s'est joué en décembre 1920? C'est une question qui mérite d'être posée.